C'est Najib Arsbi, bonjour. Bienvenue dans l'émission Vous avez 2 minutes où on vous explique. Sauf que cette fois, ça va être un peu plus que 2 minutes, que 6, que même 10 minutes. C'est Najib Arsbi. Vous êtes économiste, vous êtes professeur de l'enseignement supérieur et vous allez intervenir sur deux questions qui intéressent beaucoup de monde, qui sont ceux du déficit budgétaire et de la conversion de la dette en investissement. Le déficit budgétaire, on a remarqué que l'État sort de l'argent à gros bouillon à pratiquement tous les secteurs de l'État et à toutes les personnes physiques, morales, informelles, ramettes ou autres, TPME, grandes entreprises. L'argent sort, il va falloir un moment ou l'autre le payer et donc laisser courir, laisser filer, comme on dit trivialement ou habituellement, le déficit budgétaire. Ce qui nous ramène à la deuxième question, qui est celle de la conversion de la dette en investissement. L'État peut donner de l'argent, mais l'État doit aussi pouvoir en rentrer. Pour pouvoir en rentrer, peut-être que l'idée de la conversion de la dette en investissement serait intéressante. Je vous laisse donc intervenir sur ça. Et comme on laisse filer comme on dit, le déficit budgétaire, on va aussi laisser filer le temps. Et si on arrive à 15 ou à 20 minutes, eh ben, c'est pas grave. On écoutera vos propos. À vous. Alors, le point de départ, c'est l'ampleur de la crise. Je pense que tout le monde acte clairement maintenant. Et le besoin massif d'une intervention de l'État que tout un chacun aujourd'hui appelle de ses voeux. Je pense qu'il y a unanimité, y compris parmi ceux qui ne voulaient pas entendre parler de l'intervention de l'État. Aujourd'hui, tout le monde convient que sollicite l'État pour intervenir. Alors, intervention, ça veut dire accroissement important à la mesure des besoins des dépenses publiques. Ça veut dire automatiquement, quand on sait que par ailleurs, évidemment, les recettes, et notamment les recettes fiscales, sont en train de baisser, mais sensiblement, ça veut dire un déficit budgétaire de plus en plus important. Alors, évidemment, à chaque fois qu'il est question de déficit, il y a toujours un débat entre ceux qui considèrent que c'est du tenant de la, disons, de l'orthodoxie financière qui est maintenant largement dépassée et qui vont vous expliquer que le déficit, ça veut dire plus d'inflation, plus d'endettement. Prenons les choses très simplement, et je pense qu'au-delà d'ailleurs des doctrines économiques, d'une certaine doxa, qui est d'ailleurs maintenant largement dépassée par les faits. Ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, le besoin de dépenses, d'accroissement des dépenses publiques, impose un déficit. Et la question n'est pas de se focaliser dès le départ sur un niveau déterminé. Est-ce qu'on va passer à 7%, à 10%, à 15% du PIB? Ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'abord de définir l'ampleur des dépenses d'investissement qui sont rendues aujourd'hui absolument incontournables par la crise. Et ensuite, et ça c'est très très important, conjuguer la hausse du niveau des dépenses et donc du déficit à une réforme radicale de la structure des dépenses. Il ne s'agit pas simplement d'augmenter le niveau des dépenses, mais il s'agit aussi de repenser les priorités, de restructurer les dépenses, évidemment dans le sens qui correspond à ce que tout le monde demande aujourd'hui, dans le sens de ce qui est aujourd'hui exigé par la crise et par les besoins de la population. Ça veut dire concrètement, il faut évidemment orienter les dépenses vers les besoins les dépenses destinées à améliorer les conditions de l'éducation, ça c'est une vieille demande, la santé, il est évident qu'il faut des programmes spéciaux intégrés à la mesure des problèmes qui se posent aujourd'hui pour vraiment faire en sorte que le secteur de la santé puisse connaître le développement dont il a besoin. Mais évidemment, il s'agit aussi de répondre à d'autres besoins extrêmement importants, comme ceux de logement, comme ceux des créations d'emplois, comme ceux des besoins d'infrastructures, notamment en milieu rural. Même les investissements les investissements de l'État qu'il faut évidemment accroître. L'État
ces dernières années, investissait beaucoup. Mais est-ce qu'il investissait? Est-ce que ces investissements étaient rentables? C'est une autre histoire. Est-ce que ces investissements correspondaient aux besoins réellement prioritaires de la population? C'est une autre histoire, malheureusement. Et donc, même les investissements de l'État, il faut aujourd'hui les orienter véritablement vers, si vous voulez, là où il y a de la demande, là où existe une demande populaire massive. Et donc, je reviens à la question du déficit. Le déficit, pour moi, doit être une résultante. Il est la résultante d'abord d'un programme de dépenses publiques, je répète, massif, à la hauteur des besoins et orienté vers les besoins. Et c'est donc ce volume d'investissement approprié qui ensuite, évidemment, va donner un déficit déterminé. Et alors? Donc, vous n'êtes pas sur le principe du déficit en lui-même. Vous n'êtes pas sur le principe du déficit en lui-même, bien entendu, à condition qu'il soit maîtrisé dans un certain niveau qui serait acceptable. Mais votre idée, c'est d'orienter ou de réorienter l'investissement productif de l'État. D'abord, commencer par le niveau et la structure des dépenses publiques. C'est ça. Il ne s'agit pas simplement du combien, mais aussi du comment. Comment? Donc, redéployer les dépenses publiques pour qu'elles répondent aux besoins prioritaires de la population. Et de ce volume et de cette structure d'investissement, je dis bien, au regard des recettes qui, elles, vont baisser, bien évidemment, va découler un déficit donné. Alors, la question qui vient juste après, effectivement, c'est comment ce déficit va-t-il être financé? C'est ça la deuxième. Je crois que là aussi, il y a un quasi-consensus. Je peux vous assurer, nous vivons une époque extraordinaire quand même. Une époque où les turiféraires du néolibéralisme, de la doxa financière, il y a quelques mois encore, nous enfermer dans des critères absolument absurdes. Hein. Le fameux 3%, le déficit budgétaire qui devait rester impérativement dans les limites de 3% du PIB. Qui en parle aujourd'hui? Qui en parle aujourd'hui? Au demeurant, les 3% que jamais aucune théorie scientifique, hein, aucune approche scientifique n'a jamais démontré. Hein. Le 3%, tout le monde le sait, c'est un niveau politique. C'est un chiffre politique, ce n'est pas un chiffre scientifique. Qui a été avancé comme ça et qui est admise dans le monde entier, et puis voilà. Bien. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, oui, disons-le clairement, il faut des modes de financement dits non conventionnels. Ça veut dire en clair que Banque el Maghreb doit se mettre à acheter des bons du Trésor alors sur le marché secondaire, primaire, sous réserve de réforme des statuts. Ça, c'est des modalités. Ce qui est important, c'est qu'il faut que Banque el Maghreb se mette à acheter directement des bons du Trésor de l'État. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, la planche à billets dans langage, en langage trivial? Qui inquiète tout le monde. Vous savez, en réalité, ça se passe, c'est des comptes sur le bilan de Banque el Maghreb. Et à la limite même, une dette, une créance de Banque el Maghreb sur le Trésor qui serait inscrite sur le bilan de Banque el Maghreb, elle peut y rester longtemps, elle peut y rester éternellement. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Même sur la question de l'inflation, soyons clairs là aussi, encore une fois sans revenir sur le débat entre néoclassiques, keynésiens, vieux de plusieurs décennies. Ce qui est clair, c'est que, et c'est là où je reviens d'ailleurs on affecte les ressources générées par le déficit budgétaire vers des besoins, vers la demande. Si, donc, ces dépenses publiques supplémentaires, financées de manière non conventionnelle, clairement, si donc ces dépenses sont affectées à des investissements créateurs d'emplois, créateurs de valeur, avec ce que les économistes appellent les effets multiplicateurs, avec de forts effets multiplicateurs, il est évident, comme on dit, la démarche poste. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, eh bien, c'est évident que la création de biens et services
s'ajuste avec la création monétaire et on retrouve un équilibre. Et le niveau de l'inflation ne peut pas être aussi important qu'on nous le promet, même si effectivement, et du reste d'ailleurs, hein, soyons clairs là aussi, on a besoin d'un peu d'inflation. Disons-le clairement. Alors, 1-2%, c'est pour un pays en voie de développement, un pays jeune qui veut croître, hein, c'est quelque part assez masochiste. Hein. Donc, un niveau d'inflation de 5, 6%, 7%, mais maîtrisé, surtout affecté à des dépenses qui correspondent aux besoins de la population, je ne cesserai jamais de le dire et de le répéter, c'est un déficit qui peut être salutaire. Et le mode de financement ne peut en aucun cas être dangereux. Maintenant, il n'y a pas que la création monétaire, il n'y a pas que la banque centrale. Il y a aussi, je dirais, les créanciers. Les créanciers aujourd'hui intérieurs du Maroc. J'entends par là les banques, les compagnies d'assurance, la CDG, d'autres institutionnels financiers. Là, je pense que, sincèrement, vous savez, très souvent, j'entends ça et là, galvauder ce mot d'innovant, à tort et à travers. Là, pour une fois, je pense qu'on a un moyen de financement innovant, original, et qui est là, tout simple, tout prêt, et même à se demander pourquoi n'y a-t-on pas pensé auparavant. Alors, je m'explique. Je suis évidemment là en train de vous parler de la conversion de la dette intérieure en investissement. Parce que la conversion de la dette extérieure en investissement, c'est une formule que nous avons expérimentée, que nous avons réalisée avec succès, un certain succès, pendant les années 90, 2000, avec les partenaires étrangers. Les pays, notamment la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est la dette intérieure. D'abord, pour une raison toute simple, c'est que dans le volume de la dette publique du Maroc, la dette intérieure aujourd'hui, c'est la dette intérieure qui représente la part la plus importante. 80% de la dette aujourd'hui, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Alors, comment la convertir? Comment la convertir en investissement? Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, si vous prenez la loi de finances 2020, vous allez trouver que dans la partie service de la dette, c'est-à-dire donc justement parmi les dépenses du budget de l'État, on compte pas moins de 97 milliards, 96,5 je crois, milliards de dirhams que l'État va dépenser, vont sortir du budget de l'État pour aller chez les créanciers, service de la dette des créanciers, et les créanciers, ça veut dire, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est essentiellement les banques, les compagnies d'assurance, la CDG, etc. Les fameux, comme on dit vulgairement, les zinzins. Investisseurs institutionnels, voilà, pour que les gens comprennent. Eh bien, c'est ça. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de faire en sorte que, par un accord entre l'État et ses créanciers intérieurs, en fait, je le dis d'une certaine façon, la question est assez simple parce que même quantitativement, vous savez, ils ne sont pas nombreux, ces créanciers. Moi, je vois une table autour de laquelle on pourrait réunir une trentaine de personnes. Il y aurait les représentants de l'État, les représentants des créanciers, et on se dit, mais bon sang, ce qu'on a réussi avec les étrangers, avec les créanciers étrangers il y a une dizaine, une quinzaine d'années, est-ce qu'il ne peut pas, est-ce qu'il ne serait pas possible de le faire avec des créanciers marocains? Et en principe, on est censé tous être marocains, des gens responsables, désireux de sortir par le haut, de faire sortir notre pays par le haut de cette crise-là. Est-ce que ces partenaires, autour d'une table, ne pourraient pas se mettre d'accord autour d'une idée simple? C'est qu'une partie de ce service de la dette, je dis bien une partie, il n'est pas question de prendre… Vous savez, sur les 97 milliards, il y a 75 milliards, en fait, qui vont à la dette intérieure. 75 milliards. Dont à peu près 24 milliards d'intérêts et 50 milliards d'amortissement, proprement dit, le principal. Donc, on se dit, sur ces 75 milliards, est-ce qu'il ne serait pas possible de s'entendre sur simplement la moitié? La moitié continuerait à être versée sous forme de service de la dette. Mais la moitié, ça ferait quand même 38 milliards, 40 milliards. La moitié pourrait être
déposés dans un compte d'affectation spéciale, un compte spécial d'investissement. Et au lieu donc, comme cela se passe aujourd'hui, de sortir du budget de l'État pour aller dans les circuits bancaires, hein, lesquels circuits bancaires, bon, les banques peuvent les utiliser en fonction d'abord de leurs intérêts, c'est normal. Mais est-ce qu'il ne serait pas aussi, par ces temps de crise, utile de pouvoir tout simplement les affecter pour une partie à ce compte d'affectation et qui ferait l'objet donc de programmes d'investissement conjointement décidés entre l'État et les créanciers et qui seraient évidemment, vous l'avez compris, des investissements qui d'abord iraient renforcer les investissements dont j'ai parlé tout à l'heure dans le budget de l'État, qui iraient d'abord pour répondre aux besoins les plus prioritaires de la population. Et donc, en fait, d'une pierre, on ferait deux coups. Parce que, si vous voulez, pour l'État, eh ben, au lieu qu'une quarantaine de milliards sortent du budget, c'est une saignée, hein, sortent du budget pour aller simplement dans les circuits des banques, eh ben, viendrait renforcer le volume d'investissement actuel. Je vous rappelle qu'en 2020, en principe, l'État a prévu d'investir 78 milliards. Donc, vous imaginez, si on ajoute les 40 milliards à 70, on augmenterait de plus de moitié le volume d'investissement public que l'État réserverait donc à la satisfaction des besoins. Et alors, vous voyez l'effet de levier que cela représenterait pour la relance de l'économie. L'idée est séduisante et c'est Aksbi. Là, on déborde un peu, mais bon, rapidement, pourquoi ça n'a pas été fait? L'idée est séduisante, ça peut faire créer beaucoup d'emplois. Vous savez, vous savez, les milieux financiers sont généralement très conservateurs, on aime bien rester. Vous savez, c'est tellement facile. Depuis, je peux vous dire, depuis la loi qui a changé le statut de Banque El Maghreb en 2006 et l'interdiction faite à Banque El Maghreb de prêter à l'État, ben, en fait, on a créé un marché monétaire et en fait, on a créé un immense marché pour les banques et les compagnies d'assurance, et de sorte que, en fait, c'est quasiment une situation de rente. Que l'État, comme l'État est de toute façon toujours en déficit, toujours, donc l'État est toujours demandeur et donc vendeur de bons du Trésor sur le marché monétaire, et donc les banques, surtout lorsqu'elles ont des surliquidités, et les situations où elles sont en surliquidité ne sont pas rares. Hein? Donc, lorsqu'elles sont en situation de surliquidité ou simplement qu'elles n'ont pas envie de prêter dans des conditions que elles, selon leurs critères, elles jugent pas très sûres, eh bien, la solution peinarde, c'est la solution des bons du Trésor. Donc, on achète massivement les bons du Trésor, on s'assure une rentabilité moyenne intéressante, mais surtout sûre, et ça s'arrête là. Tout de même, dans le feu de cette crise, est-ce qu'il ne serait pas possible je répète encore une fois, ce n'est pas une idée qui est tombée du ciel. L'idée de la conversion de la dette en investissement, elle est ancienne et elle a été déjà pratiquée. Si vous voulez, la nouveauté, si je puis dire, la nouveauté aujourd'hui, c'est simplement d'avoir la même idée, de faire le même traitement, mais s'agissant maintenant de la dette intérieure et de créanciers nationaux. Je crois, si Najib Aksbi, que ça valait vraiment le coup de doubler le temps qui nous était imparti. On est passé de 10 minutes à 20 minutes, mais c'est absolument extraordinaire parce que ça donne, nous sommes en pleine période de débat actuellement, sur un certain nombre d'idées, sur un certain nombre de propositions, sur un certain nombre de suggestions, et même de rentrer dans des chemins qui n'étaient pas tout à fait connus jusque-là. Merci encore une fois pour votre contribution. J'espère que vous serez écoutés. Merci, c'est Aksbi. Merci beaucoup. Au revoir.